Alors, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Alors, allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Attendez 2 secondes. Accepter. Bonjour, alors, j'ai un souci avec mon whiteboard. Je viens de le lancer, donc je vais essayer d'avoir un autre whiteboard. Donc, je ne sais pas ce que... Voilà, j'ai un autre à partager. Bon, vous n'avez pas besoin que je vous vous n'avez pas besoin de travailler dessus. Donc, il n'y a pas moyen de faire annuler, terminer. Allez, terminé. C'est bon. Je partage tout mon écran. D'accord? Je vais partager tout mon écran. Et vous me dites, donc je partage tout mon écran. Partager. C'est bon. On commence par l'énoncé de la série. Alors, l'exercice 2, alors l'exercice 1, je pense que c'est un sujet d'examen. Non, l'exercice 1, c'est pas un sujet d'examen. L'exercice 2 et 3 sont des sujets d'examen. Allez, on commence avec l'énoncé. Donc, je vais fermer mon whiteboard après je vais le traiter, le problème de confidentialité. Qu'on a une société roi du bricolage qui vend par correspondance du matériel de bricolage et de décoration pour les particuliers. Cette société désire refondre son système de prise et de suivi de commandes qu'elle va appeler Bricol 6. Donc, le cahier de charges préliminaire de Bricol 6, on a 3 grands axes. Donc, les cibles de routage. Donc, il fait 3 principaux axes. Les cibles de routage, la saisie des commandes et l'administration du référentiel. On essaye, puisque l'examen c'est 1h30, on essaye de vous donner des énoncés qui sont assez courts parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Donc, une cible de routage est un regroupement d'individus pour lesquels la société désire envoyer une publicité. Une publicité permet à la société roi du bricolage de proposer un ou plusieurs articles de bricolage ou de décoration. Le nombre d'articles d'une publicité de plusieurs sortes, catalogue papier envoyé par la poste ou message envoyé par Internet. La société étudie actuellement la possibilité d'envoyer les publicités par SMS à certains clients. Cette possibilité ne fait pas partie du présent cahier de charge, mais l'application devra être conçue de telle sorte que cette évolution puisse être réalisée au moindre coût. Donc déjà, quand on fait un recueil des besoins, voyez bien que on a des besoins qui doivent être pris en charge et des besoins qu'on sait qui devront être pris en charge dans peut-être une future version. Lorsqu'on fait notre conception, on tient compte même des besoins futurs parce qu'il s'agira de mettre à jour ensuite notre application. Donc, quand on fait une conception, on fait une conception qui va être la plus facile à mettre à jour par la suite. Typiquement, dans les ateliers ou les workshops de recueil des besoins, le client, et quand je dis le client, c'est les personnes qui ont besoin par rapport au logiciel, elles vont vous exprimer
tout ce qu'elles voudront avoir dans le logiciel. Sauf que le projet, quand vous êtes retenu comme prestataire, vous avez un contrat, vous avez un devis et tous les besoins exprimés. Vous allez me dire, le client a exprimé un cahier de charge. Oui, sur la base du cahier de charge, on a fait un devis. Mais souvent, le cahier de charge n'est pas complet, il ne contient pas tous les détails qu'on a. Donc, c'est pour ça que même si on a un cahier de charge, la première étape d'un projet de développement de logiciel, c'est toujours le recueil des besoins. Et parmi les inputs de ce processus de recueil des besoins, on a le cahier de charge. Mais on a d'autres outils pour faire notre recueil des besoins en plus du cahier de charge. Lui seul ne suffit pas. On fait des réunions avec le client. Et quand je dis le client, c'est les représentants ou directement les futurs utilisateurs du système ou les représentants, parce que parfois vous avez des milliers d'utilisateurs du système, on va désigner certains représentants de ces futurs utilisateurs du système qui vont exprimer leurs attentes, leurs à ce moment-là, ces utilisateurs, ces futurs utilisateurs vous exprimeront probablement beaucoup plus de besoins que ce que vous avez estimé que ce qui peut être réalisé dans le cadre du cahier de charge actuel. C'est-à-dire qu'ils vont vous exprimer beaucoup de besoins, mais la réalisation, comme il y a un contrat entre vous et le client avec un budget limité, il s'agira, une fois qu'on a listé tous les besoins, de définir les plus prioritaires, parce qu'il s'agirait d'estimer le coût de développement de tous ces besoins et de ne prendre que ce qui rentre dans le budget qui a été signé pour ce contrat. Donc, par contre, ces besoins qui ne vont pas être pris en charge dans le cadre de cette version du projet, on peut les analyser pour pouvoir faire une conception qui permettra à la prochaine itération, c'est-à-dire au prochain contrat avec notre client pour créer une prochaine version de notre logiciel, la réalisation de la fonctionnalité se fera sans devoir refaire tout notre travail. Vous allez voir, je pense, pour ceux qui vont faire Master IL, des techniques de conception de faire des mises à jour ou des ajouts dans votre logiciel sans beaucoup d'impact sur le code source qui a déjà été développé. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu en GL1, quand on touche à du code source déjà développé, il y a de fortes probabilités qu'on crée de nouveaux bugs. Donc, l'idéal, c'est que lorsque j'ai créé du code source, je l'ai testé, même si je sais que en l'ayant testé, il reste encore des bugs, mais on a éliminé le plus gros. J'ai transmis ce code source, la solution à mon client. Donc, si demain il me demande de nouvelles fonctionnalités, il ne faudrait pas que le développement, donc modifier le code source qui existe déjà, crée de nouveaux bugs. C'est pour ça qu'on essaye de faire des conceptions qui minimisent ce problème qu'on appelle la régression. Fonction modifiée, on a injecté des bugs. Donc, c'est pour ça qu'on vous a rajouté cette dernière phrase qui vous dit la société étudie la possibilité d'envoyer les publicités. Cette possibilité ne fait pas partie du présent cahier de charge, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être développée dans le cadre de ce projet, mais on doit concevoir l'application, on doit faire une conception de l'application qui acceptera facilement cette mise à jour ou cette nouvelle fonctionnalité dans la future version qu'on va développer de ce logiciel. Enfin, quand je dis future version, c'est-à-dire l'ajout de fonctionnalités à cette application déjà développée. Il ne s'agit pas de refaire, justement, il ne s'agit pas de refaire, il s'agit de rajouter de nouvelles fonctionnalités avec un minimum de code source touché
par rapport au code source déjà développé dans le cadre de ce cahier de charge. Donc, on vous dit la création, saisir les critères de sélection d'individus, c'est-à-dire qui sont les personnes, une cible. D'abord, c'est définir la cible. L'étape 1, c'est définir la cible. À qui on va envoyer la publicité. C'est ça une cible. Qui va être ciblé par notre publicité. Donc, on va saisir les critères de sélection parmi tous nos clients, lesquels, à qui on va envoyer la publicité. Donc, les critères de sélection des individus proposés sont la catégorie socio-professionnelle, l'âge, le département de résidence, la sélection d'individus déjà clients ou pas. Est-ce que j'envoie la publicité à mes clients? J'appelle un client celui qui a déjà acheté chez moi. Sinon, il est juste prospect. Ou même, j'envoie à des gens qui ne sont pas, par exemple, une campagne de fidélisation. Alors, vous avez, par exemple, alors, toutes les entreprises qui ont des produits à vendre achètent ce qu'on appelle des bases de données d'individus, de potentiels clients. Avec toutes les informations. C'est ce qu'aujourd'hui fait Google quand il prend vos informations personnelles, enfin pas seulement Google, hein, les cookies généralement, ils prennent vos informations personnelles. Et donc les entreprises qui ont ces cookies constituent des bases de données d'individus avec les informations, les caractérisant. Ils les vendent à des entreprises qui veulent vendre des produits. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez sur vos PC, sur vos téléphones, avec de la publicité ciblée. Donc, vous êtes des cibles. Donc, que vous soyez client chez cette entreprise ou pas, on vous envoie de la publicité. Donc, une fois qu'on a sélectionné, pourquoi on sélectionne des individus? Parce que si je vends des jeux vidéo, donc, je ne vais pas envoyer la publicité d'un jeu vidéo à une vieille dame de 70 ans. Je vais l'envoyer, c'est-à-dire ce produit, il est destiné à des jeunes entre, on va dire, je ne sais pas, entre 18 et 25 ans et j'envoie le produit. Donc, une fois que j'ai définir à qui je dois la cible, à qui je dois envoyer le produit. Étape 2, c'est créer la publicité. Donc, choisir le catalogue papier ou message Internet. Donc, ensuite, saisir le titre, la description de la publicité et sélectionner les articles concernés dans cette publicité. Donc, on vous dit un catalogue papier peut être imprimé sur différentes qualités de papier au choix standard, supérieur ou économique. Par exemple, quand c'est une publicité destinée à un large public, souvent, on va envoyer sur un papier standard ou même économique. Par contre, si j'envoie une publicité à une population ou à une cible VIP, donc le nombre est limité, on choisit généralement une qualité supérieure pour l'impression. Donc, une cible de routage, une fois créée, doit être validée par le directeur de la stratégie, donc stratégie commerciale, bien sûr, hein, parce que généralement, tout ce qui est marketing, etc., publicité, ça rentre dans le cadre du marketing. Le directeur marketing et commercial. Une direction dans une entreprise, la direction commerciale, c'est celle qui se charge de vendre vos produits. Donc, l'édition et l'envoi de publicité ne peuvent se faire qu'une fois la cible validée, bien sûr. C'est le responsable de routage qui lance l'envoi des publicités pour les cibles validées. L'envoi d'une publicité consiste à transmettre à un système d'édition un fichier au format XML qui contient les informations de la cible. C'est le système d'édition qui gère la mise en forme et l'envoi des publicités sous forme papier aux individus. Le fichier XML transmis contient le support d'envoi de la publicité, papier ou message par Internet, la liste des individus concernés,
et leurs caractéristiques, le titre, la description de la publicité, le nom et le prix des articles de la publicité. Les cibles de routage qui ont fait l'objet d'envoi sont détruites automatiquement par le système 10 jours après l'envoi de la publicité associée à la cible. Donc ça, c'est la partie cible de routage. Routage veut dire envoi ici, hein, envoi aux individus. Deuxième partie de notre système, c'est la saisie de la commande. Donc la saisie des commandes se fait par l'assistant de saisie. Lorsque le montant du règlement est différent du montant attendu, le système enregistre une anomalie, erreur sur le montant. Là, ça veut dire quoi? On a notre système d'information, donc on envoie de la publicité à nos clients. Le système, donc on envoie la cible à des individus, qu'ils soient clients ou pas. Ensuite, on a des gens qui vont acheter chez nous, qui vont passer commande chez nous, qui vont devenir forcément clients et qui vont payer les commandes achetées. Donc, c'est ce qu'on appelle le règlement. Donc, par exemple, un client, il peut vous donner un chèque, il peut vous faire un virement, il peut vous donner de l'espèce pour payer les commandes qu'il a passées. Donc, on vous dit, lorsque le montant du règlement est différent du montant attendu, c'est-à-dire il est différent du montant de la commande passée, le système enregistre une annonce signée où le numéro de carte bancaire est invalide. Le système génère une anomalie, problème sur le moyen de paiement. Une commande est valide si elle ne possède pas d'anomalie. Lorsque cela est le cas, la commande est transmise au logiciel de gestion des stocks Bricostock. Donc, c'est un autre logiciel qui existe. Nous, on veut développer, comment il s'appelle déjà? Bricol 6, qui doit interagir avec Bricostock, qui existe déjà. Le gestionnaire administratif peut éditer un courrier concernant les anomalies enregistrées sur les commandes. L'édition du courrier se fait par envoi du système, l'édition du courrier se fait par envoi au système d'édition d'un fichier contenant les informations à inclure dans le courrier d'anomalie. C'est-à-dire, je peux envoyer un courrier d'anomalie à mon client en disant, voilà, vos commandes contiennent les anomalies suivantes. Lorsqu'une anomalie est résolue, c'est-à-dire que le client, soit il a ou alors il a ajouté la différence entre le montant attendu et par exemple le chèque qu'il a envoyé. Donc, lorsqu'une anomalie est résolue, le gestionnaire administratif l'indique au système. Donc, il va mettre anomalie résolue, c'est-à-dire le client, il nous a donné une carte bancaire valide ou le client a payé la différence. Une commande qui ne possède plus d'anomalies non résolues devient valide. Alors, troisième partie de notre système qu'on voudrait développer, c'est l'administration du référentiel. Donc, l'administrateur de données crée et met à jour les données concernant les articles et les individus. Alors, première question, donc toutes les questions à l'examen, on avait donné les questions liées à l'étude préliminaire, les acteurs, les messages, comment on appelle ça, le diagramme de contexte dynamique et statique. Donc, deuxième partie, donc on vous a donné le modèle de classe ou le modèle de classe candidate obtenu lors de la phase de capture des besoins fonctionnels. Alors, on n'a pas fait de TD sur la capture des besoins fonctionnels. Je me suis dit, si on a le temps, on fait, sinon, ce n'est pas la peine parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu en GL1, comment faire un diagramme des cas d'utilisation. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait de description de cas d'utilisation, mais vous avez un modèle en cours. Donc, organiser les cas d'utilisation avec les use cases, ça,
ça a été fait l'année dernière. Élaborer le diagramme de classe candidate, ça aussi, ça a été fait en GL1. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par les choses que vous n'avez pas vues. Donc, on a maintenant le diagramme de classe. Voilà. Donc, vous avez un découpage en catégories. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé? On peut les avoir dans les... Qu'est-ce qu'on peut avoir? Vous pouvez avoir tout à l'examen. Tout ce qui a été vu en cours, en TD, y compris le cours de jeudi, puisque même si je n'ai pas fait de TD dessus, vous pouvez avoir des questions de cours dessus. Bien sûr, tout ce qui a été vu en cours et en TD, vous pouvez avoir dessus des questions à l'examen. Ça se coupe. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je réexplique? J'ai vu, ça se coupe. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je réexplique ou pas? C'est bon? Par rapport à l'énoncé déjà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je réexplique? Sinon, on passe à la... Non? D'accord. Donc, très bien. Donc, maintenant, vous me dites, qu'est-ce que vous proposez comme découpage en catégories? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Madame, Oui? on fait publicité. Oui? Publicité et la classe cible et les catalogues papier et messages internet. D'accord. Ça, c'est une catégorie. OK. Deuxième catégorie? La catégorie commande. D'accord. Oui, qu'est-ce qu'elle contient? L'individu, la commande, l'article commandé et l'article et prix de vente. L'anomalie courrier, madame, aussi. Donc, finalement, vous avez deux catégories. 3, madame, règlement de Ferreira. Règlement qui va être troisième catégorie. Oui. D'accord. Donc, vous proposez comme étant une catégorie, individu et commande dans une catégorie et règlement dans une autre catégorie. Les autres, alors je vais voir ce qu'il y a. Catégorie pub, qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle contient? D'autres propositions? Alors, vous avez mis catégorie pub. OK, elle contient cible, j'imagine, et la publicité avec ses enfants. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Le règlement, moi, je l'ai mis dans la catégorie commande. Le règlement, vous l'avez mis dans la catégorie commande. Donc, vous avez deux catégories. Non, moi, la troisième catégorie, c'est article. Article tout seul. Article avec prix de vente, article. Oui. D'accord. Alors, les deux, c'est-à-dire les deux propositions, pour voir la meilleure, alors pour voir le meilleur découpage, c'est celui qui minimise les dépendances. D'accord? Donc, on peut choisir, on peut accepter même vos deux solutions. Il n'y a pas de règle qui interdit, qui propose tel découpage plutôt que tel autre. Quand je lis l'énoncé, regardez, quand je lis l'énoncé, déjà, je vois que j'ai un découpage qui a été proposé. Dans le sens où j'ai cible de routage. Donc, si je reviens ici aux cibles de routage,
c'est tout ce qui concerne la partie routage, donc la cible et la publicité. Ensuite, la partie saisie des commandes, elle concerne la commande, le règlement et les anomalies. Donc, je pourrais avoir donc la commande, les règlements, les anomalies. Donc, une commande, elle contient des articles. Ensuite, je regarde la partie administration du référentiel. On a les articles et les individus. Donc, le référentiel ici, donc c'est ce que tout le reste utilise. Toutes les autres fonctionnalités utilisent. C'est ce qu'on appelle les données de paramétrage. Donc, on l'a appelé ici référentiel. Donc, articles et individus. Et là, je peux, selon cet énoncé, bien sûr, toutes les solutions auraient été acceptées à condition, c'est-à-dire de respecter, de faire ce découpage correctement. D'accord? Donc, maintenant, si je suis l'énoncé, j'aurai une catégorie référentielle qui va contenir individu, article et prix de vente. J'aurai une catégorie routage qui contient cible, publicité, catalogue papier et message Internet. Et j'aurai une catégorie traitement des commandes qui va contenir la commande, les règlements, l'anomalie et le courrier. Ici, ça, c'est un découpage aussi que je propose pour tenir compte de l'énoncé. Mais ça ne veut pas dire que votre découpage est faux ou n'est pas acceptable. Encore une fois, à condition de le faire correctement, parce que souvent les étudiants me font un découpage en catégories, mais après, quand ils font leur diagramme de classe préliminaire, ils ne respectent pas leur découpage, ou quand ils font les dépendances, ils ne respectent pas leur découpage. Donc, même à l'examen, moi, c'est à partir d'abord, il faut que votre découpage quand même reste logique. Par exemple, si j'ai un découpage commande et je trouve catalogue papier dans commande, ça c'est clair que ce n'est pas acceptable. Mais du moment où votre découpage est cohérent, je pars du découpage en catégories et je note le reste. Donc, si on part du principe qu'on a ici, c'est-à-dire pour respecter l'énoncé, on va créer 3 catégories. Si cela vous convient, vous êtes d'accord avec ce que je propose? Allô, allô? Ok, ok. Alors, donc on va avoir 3 catégories. Donc, catégorie, on avait dit routage. Allez, on va appeler la partie routage. Catégorie, traitement, commande. Et catégorie, on l'a appelé référentiel. Référentiel. Donc, pour la catégorie, vous me dites les classes, on a cible, on a cible, où est-ce que j'étais? Ici. Cible, papier. Cible, publicité, message Internet et catalogue papier. Catalogue papier.
Pour la... On avait commande. On avait commande, article commande, règlement. Donc, article commande, règlement, chèque et règlement chèque, règlement carte, anomalie et courrier. Carte, anomalie et courrier. Individu et article. Et prix de vente article. Prix de vente article. Prix de... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce que je les ai toutes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bon. Donc, on a toutes les classes qui sont réparties en catégories. Vous prenez le corrigé. Madame, on vous entend pas. Oui, oui, j'avais désactivé mon micro, j'avais oublié de le remettre. C'est bon, vous avez pris le corrigé? On continue? Très bien. Donc, question 2. 2, c'est élaborer le diagramme de classe préliminaire pour chaque catégorie. Donc, on va élaborer. Alors, donc ça, c'est...
Bon, ça, je ne maîtrise pas encore, c'est parce que c'est pas celui que j'ai l'habitude. Donc, on avait dit répartir les classes candidates en catégories. Donc, on passe à la suite. Je ne sais pas ce que... Oups. Comment je fais pour passer? Est-ce qu'il y a moyen de descendre? Ah, c'est bon, la page est terminée. Il n'y a qu'une page qu'on peut utiliser. C'est quoi ça? Effacer le cadre. Alors, je vais effacer le cadre, d'accord? Parce qu'apparemment, je ne peux pas... Ça, c'est quoi? Laser. Qu'est-ce que je peux faire avec? Ok, je peux effacer le tableau? Oui, moi. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de créer une nouvelle page? Ah, c'est bon, j'ai une nouvelle page. On ne va pas effacer le tableau. Alors, question suivante. Donc, la deuxième. Élaborer les diagrammes de classe préliminaires pour chaque catégorie. Donc, on va commencer par donc, diagramme de classe. On l'avait appelé routage. On va commencer par le routage. Donc, on a déjà cible. Catalogue papier. Message Internet. Donc, ça, c'est les classes qu'on avait mis donc, dans la catégorie routage. Après, si je regarde mon diagramme de classe, j'ai une association entre individu et cible. J'ai une association entre publicité et article. Ça veut dire soit j'ai besoin de publicité pour créer un article et donc j'ai une dépendance de publicité qui va vers article ou l'inverse. Même chose ici entre cible et individu. Donc la question à se poser. Est-ce que j'ai besoin pour la création d'une cible de connaître les individus concernés? Oui, moi. Oui. Est-ce que il s'agit? Madame, une petite coupure, tu peux reprendre. Ma question, c'est est-ce que, parce que, c'est-à-dire, ça, c'est pour conforter mon raisonnement. C'est de dire, si je veux créer un individu, est-ce que je dois saisir parmi ses attributs la cible? C'est-à-dire il est quelle cible? Non. D'ailleurs, non. D'ailleurs, la flèche qu'on a ici qui est orientée, elle vous dit, j'aurai des attributs individus dans la classe cible, mais pas d'attributs cible dans la classe individu. D'accord? Donc, pour créer un objet cible, il me faut des individus. Donc, je suis obligée de rajouter ici. Donc, on avait notre association avec la classe. Pourquoi j'ai fait les. Avec la classe individu. Fait
différentiel. Donc, on avait... Donc, vous reprenez, quand vous créez une catégorie, vous reprenez le diagramme de classe tel quel pour les classes que vous avez mises dans votre catégorie. Ensuite, pour les liens, c'est-à-dire pour les liens externes à votre catégorie, vous étudiez la question. Est-ce que c'est cible qui a besoin d'individu ou individu qui a besoin de cible? Même chose ici pour le prix. Pardon, pour article. Déjà, le diagramme répond à ma question. Cette association orientée veut dire que dans la classe publicité, je dois avoir un attribut de type liste article, puisque j'ai de 1 à 5. Par contre, dans la classe article, je n'ai pas besoin d'avoir un attribut publicité. Ça veut dire que pour créer une publicité, et on l'a vu dans l'énoncé, de l'énoncé, on a déduit que pour créer une publicité, il nous faut des articles unidirectionnels. Ce qui veut dire que pour créer une publicité, il me faut des articles. Donc là aussi, j'aurai bon, ça c'est l'héritage. D'accord? Et là, c'est une association unidirectionnelle. Article. Alors, est-ce que je peux effacer? J'espère que c'est ce qui efface. Voilà. Article from référentiel. Désolée si j'écris pas bien. Je ne sais pas ce qui arrive. J'ai un problème de code PIN avec mon tableau blanc, problème d'authentification. Donc, ça, c'est le tableau blanc associé à comment il s'appelle? Ça, le diagramme de classe de routage. Vous prenez le corrigé, s'il vous plaît. Vous prenez le corrigé et on passe au diagramme de classe traitement. C'est bon? C'est bon? Je passe au diagramme suivant. Madame, quand Oui. on fait nos diagrammes, on précise pas que les classes qui sont externes. Si, je l'ai fait. Ah oui, d'accord. Je l'ai fait pour article et pour individu. J'ai mis from référence. Vous n'avez pas pu comprendre mon écriture, c'est ça? Désolée, ça ne sort pas tel que je le veux. J'aurais pu utiliser les trucs zone de texte et taper, mais ça me prendra beaucoup plus de temps à faire. Oui, c'est bon, maintenant c'est clair. D'accord, très bien. C'est bon, on passe au diagramme suivant. Madame, on peut faire publicité cible individu dans un seul catalogue sans message interne. Publicité. Où est-ce que vous avez message interne? Qu'est-ce que vous voulez dire par message interne? C'est
C'est ça, catalogue papier, mais Internet. Ah, d'accord. Où est-ce que vous allez mettre message Internet? Dans votre découpage en catégories, il faut qu'à la fin, toute votre classe soit représentée. Vous voulez mettre message Internet où? Dans un autre catalogue, madame, création de publicité, par exemple. D'une publicité. Donc, vous allez mettre pas seulement, vous allez mettre message Internet et catalogue papier dans une catégorie toute seule. Oui, et article. Et article, il n'y a aucune relation entre, quand je mets des classes ensemble, les classes doivent avoir des relations sémantiques entre elles. Il n'y a aucune relation entre article et message Internet. Donc, je ne vais pas les mettre dans la même catégorie. Article a une relation avec publicité. Voilà. À la Oui. limite, j'aurais pu mettre publicité. Regardez, les classes papier et Je vous message entends pas bien, Internet, elles madame, vont pardon. ensemble. Madame, vous pouvez répéter? Vous avez des coupes? Je reprends. D'accord. Déjà, dès qu'il s'agit d'héritage, les classes qui héritent d'autres classes, je les mets automatiquement dans la même catégorie. Ça n'a pas de sens de les séparer. Elles traitent le même thème, c'est la même chose, c'est le même concept. Donc déjà, publicité, catalogue papier, message Internet, ils doivent être ensemble. Même chose ici, règlement chèque, règlement carte, c'est la même chose, ils doivent être ensemble. Après, qu'est-ce qui nous fait? C'est les associations. C'est les associations qui vont. On n'a jamais dit, j'ai jamais dit, par exemple, quand j'ai parlé de la cohérence, quand on dit il faut maximiser la cohérence et minimiser le couplage. Je n'ai jamais parlé d'héritage parce que ça va de soi que les classes, puisqu'une classe qui hérite de publicité est une publicité, donc elle va être dans la même catégorie. Dans un diagramme de classe, on a de l'héritage et des associations. Donc, je dis association en général, hein, parce qu'une agrégation, une composition, diagramme de classe, qu'est-ce que j'ai? J'ai les classes, les relations d'héritage et les relations d'association. On n'a jamais parlé de la relation d'héritage parce que c'est évident que les classes et leurs enfants doivent être dans la même catégorie parce qu'elles représentent le même concept. Et on avait dit que on parle des relations d'association. Quand on parle de couplage et de cohésion, on parle d'association. C'est-à-dire que j'essaie de mettre les classes qui ont une relation entre elles, je les mets dans la même catégorie. Par exemple, article et prix-vente article, ça n'a pas de sens de les mettre dans des catégories différentes, puisque le prix de vente article n'existe que pour la classe article. Donc, je ne vais pas le mettre dans des classes différentes. Après, il reste la question cible, individu, cible, publicité, article, commande, par exemple. Article, commande. Est-ce que je la mets dans la catégorie qui appartient à article ou dans la catégorie qui appartient à commande? Mais sinon, quand il s'agit d'héritage, la question ne se pose même pas. Les classes avec tous leurs enfants, elles doivent être dans la même catégorie parce que ça représente le même concept. C'est bon, j'ai... Oui, c'est bon, merci, madame. Madame, est-ce que c'est juste de mettre individu? Oui, j'aurais pu la mettre. J'aurais pu mettre individu dans la catégorie traitement de commande. Mais en réalité, on va dire que c'est pas faux, mais c'est mieux de le... Parce que et l'individu et et les commandes et le traitement des commandes et le traitement du routage ont besoin de l'individu. Donc, c'est un concept qui n'est pas lié au traitement de la commande. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique au traitement de la commande. Je peux le mettre, après j'aurai une dépendance entre routage et traitement de commande. Mais en réalité, sémantiquement, il n'y a pas de relation entre le traitement de commande et le routage. Ce sont deux concepts différents. Donc, sémantiquement, on ne devrait pas avoir de dépendance entre les deux traitements.
Donc, j'essaye de reproduire. Donc, et non, non. Si, on doit voir aussi la relation physique. Je suppose que vous appelez relation physique l'association. C'est la relation sémantique qui vous envoie, qui va vous proposer, c'est-à-dire, ce n'est pas une contradiction, les deux sont importantes. C'est-à-dire que en même temps, parce que généralement, tout ce qui est relié sémantiquement devra être relié physiquement. Et donc, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut maximiser la cohésion. C'est quoi maximiser la cohésion? C'est maximiser les relations physiques, les associations. Et généralement, il y a beaucoup de relations physiques lorsqu'il y a relation sémantique. Donc, la sémantique m'aide donc, parce qu'il n'y a aucune relation directe entre individu et article. D'accord, ok, j'ai compris, d'accord, très bien. Mais je dis qu'il n'y a pas de relation effectivement entre individu et article. Mais le fait que ensemble, parce que c'est souvent ce qu'on appelle référentiel, c'est quelque chose que tout le monde utilise. C'est comme un peu pour les include, par exemple, pour les cas d'utilisation, vous avez un cas d'utilisation qui est réutilisé par tout le monde. Donc, celui-là, je le mets à côté et j'aurai des includes partout. Donc, c'est le même concept qui a été utilisé ici, effectivement. C'est-à-dire que là, on s'est basé plus sur l'aspect sémantique que sur l'aspect physique. Vous avez raison. Après, c'est des choix. C'est mon choix de faire ce découpage où je me suis basée sur l'aspect sémantique. Parce que si par exemple, je mets individu, à ce moment-là, j'aurais pu faire deux catégories. Hein. Deux catégories. Une catégorie traitement des commandes qui contiendra aussi articles et individus. Et une catégorie routage qui, elle, dépendra de traitement. J'aurai une seule, d'ailleurs, j'aurai une seule. On définit, les dépendances de qui utilise quoi. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, comme aussi bien le traitement, parce qu'à la fin, pourquoi on définit les dépendances? Pourquoi on crée les compositions? C'est dans l'optique de pouvoir déjà répartir le travail de développement, d'une part, utiliser. Comment on peut répartir le travail de développement? C'est en utilisant le concept d'encapsulation. Parce que je peux aussi bien être en train de définir ou de développer la partie traitement des commandes, alors que la partie, par exemple, référentielle n'a pas été finie. J'ai juste la structure, j'ai les classes publiques et les méthodes publiques où on a mis les signatures, mais je n'ai pas encore développé le contenu. L'équipe qui développe le module gestion des traitements peut commencer à travailler puisqu'elle a les signatures des méthodes, les attributs et les classes, les attributs des classes et les signatures des méthodes. Même chose pour la partie commencer à travailler du moment où même si je n'ai pas encore implémenté les méthodes concernant les classes individus ou les méthodes, j'ai les signatures des méthodes et je peux les utiliser. Et pour pouvoir faire ma répartition aussi, c'est-à-dire je définis qui dépend de qui. J'essaie de commencer toujours par des choses qui sont indépendantes des autres. C'est-à-dire si je fais maintenant la catégorie, on va d'ailleurs, si vous voulez, on peut commencer par cette catégorie. On commence par la catégorie, est-ce qu'elle est? Donc, on avait terminé la partie routage. On commence par la catégorie référentielle. Donc, diagramme de classe référentielle, de la catégorie référentielle. Qu'est-ce que j'ai?
j'ai une classe individu, j'ai une classe article. Maintenant, si je regarde mon diagramme de classe, je vois que individu, elle est j'ai créé un individu de la cible. Non, d'ailleurs, la relation orientée me le dit. Est-ce que j'ai besoin des commandes que l'individu va passer pour créer un individu? Non, d'ailleurs, l'association ici me le dit. Donc, dans la classe individu, je n'aurai aucune dépendance. Je passe à la classe article. Je regarde, j'ai oublié prix de vente article, pardon. Donc, on avait article. Prix de vente article. Donc, je regarde ici, prix de vente article, c'est bon. Après, article, il y a une commande. Est-ce que pour créer un article, j'ai besoin de connaître les commandes qui le concerneront dans le futur? Non. Et cette association orientée me le confirme. Parce que, bon, je dis cette association orientée me le confirme parce que des fois, quand vous faites des diagrammes de classe, une association bidirectionnelle alors qu'elle est censée être orientée. C'est une erreur de modélisation qui peut nous induire en erreur. Mais là, puisque on a dans notre diagramme, on a spécifié lorsque l'association elle est orientée ou pas. Si j'ai pas ici, c'est pas orienté, ça veut dire que pour une commande, je dois connaître la liste des anomalies. Une anomalie, elle concerne une commande. Donc, une ou plusieurs commandes, la même anomalie. Donc, on a deux types d'anomalies ici. Donc, l'article, est-ce que j'ai besoin pour le créer d'une publicité? Non. D'ailleurs, l'association orientée ici nous l'indique. Donc, finalement, pour la catégorie référentielle, selon le découpage qu'on a fait ici, il dépend d'aucune autre classe. Et généralement, dans notre décomposition en catégories, l'idéal, c'est d'avoir ça. C'est-à-dire éviter, c'est d'avoir des dépendances bidirectionnelles. Parce qu'après, il y a des règles à imposer sur les dépendances bidirectionnelles pour dire finalement, je commence, c'est-à-dire j'ignore cette direction, je traite cette direction. Donc là, on va se retrouver avec un schéma qui n'aura pas de dépendance bidirectionnelle. Et c'est plus facile parce que dans les tests liés à l'intégration, on commence toujours par ceux qui ne dépendent pas des autres et ensuite on teste en montant. On n'a pas, bon, je ne sais pas, donc ça ne fait pas partie de votre cours gestion de votre module test, mais peut-être que je vais essayer, si on reste sur ce mode, on va dire online et on-site, si on garde le même rythme où on a beaucoup plus de online que de on-site, peut-être qu'on avancera assez rapidement sur le programme actuel pour que je puisse vous rajouter un chapitre sur les c'est-à-dire ça fait partie des paramètres qui vont vous aider à faire ce découpage en catégories. Des questions sur cette partie-là? Encore une fois, vous auriez pu faire un autre découpage tel que c'est proposé. Alors, est-ce qu'on revient au chat? Oui? La classe individu, donc c'est une classe isolée. Oui, oui. Ça Selon ce découpage en catégories. Oui, pardon? ça pas de problème. Non. On peut avoir des classes isolées dans notre diagramme de classe. Non, pas dans le diagramme de classe, dans la catégorie. Dans une catégorie, on peut avoir des classes isolées. C'est ce qu'on vient de faire.
D'accord. C'est-à-dire, mais c'est un choix, encore une fois, c'est un choix de découpage que j'ai fait, que j'ai proposé selon l'énoncé pour me dire, tout ce qui est donné de base, je le mets dans une catégorie, après les autres vont l'utiliser. Les modélisations ou les choix de découpe de votre appréciation, de votre, c'est-à-dire de votre interprétation de l'énoncé. Après, c'est votre, vous avez après peut-être pour des formations spécifiques où on vous donnera les règles pour telle méthodologie ou les règles pour telle méthodologie. La règle de base, c'est minimiser les dépendances, c'est-à-dire minimiser les dépendances entre catégories, mais il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Donc, rien ne m'interdit de faire ça. C'est-à-dire, j'ai pris le choix de faire un découpage qui me dit, mais rien ne m'interdit aussi de mettre deux catégories, une catégorie commande et une catégorie routage avec individus et articles qui vont être dans commande ou dans routage et qui vont être utilisés. Et j'aurai une dépendance bidirectionnelle. J'ai préféré cette solution et rien ne m'empêche de le faire pour créer une catégorie qui contient les données de base et ensuite des catégories qui utilisent cette catégorie. C'est bon? Vous prenez le corrigé ici pour qu'on passe à la... D'accord. Vous prenez le corrigé ici pour qu'on passe à... On passe à la prochaine... à la diagramme. Je crois que... C'est bon ici? Oui, non? Ok, je reviens. Donc, routage et diagramme de classe. Diagramme de classe. Alors, encore une fois, il faut juste garder en tête que ça, c'est une première version de découpage. Je m'explique. On avait vu dans le chapitre analyse que l'étape 1 était le découpage en catégories. L'étape 2, c'était l'élaboration du modèle statique. Étape 3, l'élaboration du modèle dynamique. Déjà dans l'étape 2, élaboration du modèle statique, on avait supprimer des classes existantes, rajouter de nouvelles associations, supprimer des associations qui existent déjà, rajouter des attributs. Donc, ceci peut impacter le découpage en catégories qu'on a déjà fait et on doit le mettre à jour. Même chose, on avait vu quand on élabore le diagramme dynamique, qu'on pouvait, lorsqu'on va confronter le diagramme dynamique avec, puisque dans l'élaboration du diagramme dynamique, on avait dit identifier les scénarios, formaliser les scénarios, s'assurer de la cohérence des diagrammes dynamiques entre eux. Étape 4, c'était s'assurer ou confronter, s'assurer de la cohérence des diagrammes dynamiques par rapport au modèle statique. Et là, on avait dit qu'on pouvait se retrouver à créer de nouvelles associations qui n'existaient pas lorsqu'on avait fait l'analyse ou le modèle statique. On pourrait se retrouver peut-être pas seulement à créer de nouvelles associations, peut-être à supprimer ou à modifier des associations. Donc, ce qui peut impacter notre découpage en catégories. C'est un travail qui se fera en parallèle et c'est un travail d'optimisation, d'amélioration qui se fera en parallèle et qui pourra
nous amener à revoir notre découpage en catégories. D'accord? Donc, on avait dit diagramme de classe pour la catégorie traitement de commande. Donc, on avait les classes commande. Ensuite, on a pour les classes que vous avez mises dans une catégorie, vous reprenez le diagramme de classe tel quel. Donc, bon, je ne le fais pas moi complètement, mais vous devez le faire. Donc, règlement chèque. Désolée, j'arrive pas à écrire correctement avec sur ce tableau blanc. Règlement carte. On a aussi anomalie et courrier. Anomalie et courrier. Donc ça, c'était les classes. Donc ça, c'était les classes. Ça, attends, pardon. Ça, c'était les classes qui sont dans la catégorie traitement des commandes. On avait dit, et article commande aussi, je l'ai oublié. Oui, mais avant, et on avait... Après, on avait, donc même chose, la question à se poser, c'est... Pardon. J'ai une commande, article commande, elle contient les articles et les commandes. Donc, elle a besoin des articles. Donc, puisque j'ai besoin des articles, je rajoute la classe article. Là aussi, une commande, elle concerne un individu. Donc, j'ai besoin de la classe individu. Donc, j'aurai ici, on avait article from référentiel. Tac. Et j'avais l'association unidirectionnelle, ma classe association. Même chose pour la classe individu from référentiel et j'avais voilà. On a mis toutes les classes, j'ai rien oublié. Alors, dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on n'a rien oublié. Des questions? Quoi, article référentiel et individu from référentiel? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, vous prenez le corrigé. Aujourd'hui, vous n'avez pas les outils nécessaires, on va dire, pour faire le découpage le plus optimal. Mais, c'est-à-dire, bon, je sais que vous vous posez la question pour l'examen. Mais vous avez au moins
déjà l'aspect sémantique. Prenez en considération l'aspect sémantique. En tous les cas, je vous ai dit, c'est-à-dire, il faut juste que votre découpage soit cohérent et les questions suivantes suivent ce découpage pour la note de l'examen. C'est-à-dire, je ne peux pas me retrouver dans une catégorie où j'aurai, tel que, je ne sais pas, quelqu'un l'avait proposé, j'ai catalogue papier, par exemple, avec la catégorie commande, des choses qui sont sémantiquement pas cohérentes. Ou cible avec anomalie, des choses comme ça ne peut pas être accepté. Mais après, quand le découpage est logique et la question c'est est-ce que je mets individu, même chose pour article, parce que la question se pose pour article et individu. Le découpage, il est clair. Vous auriez pu, par exemple, si vous voulez faire beaucoup de catégories, mettre la catégorie règlement toute seule, la catégorie commande toute seule avec ses anomalies, c'est acceptable. C'est-à-dire, au lieu de faire une seule catégorie pour commande, j'aurais eu deux catégories. Une catégorie règlement, une catégorie commande avec article, commande, anomalie, courrier. Ça, c'est acceptable. Par exemple, vous auriez pu avoir une catégorie publicité, catalogue papier toute seule et cible et individu toute seule ou les mettre. Ça, c'est des choses que je peux accepter, à condition, encore une fois, que vos diagrammes par la suite respectent ce découpage. Parce que principalement ici, c'est-à-dire, comment je peux déduire les découpages en catégories? Pourquoi je dis sémantiquement? Parce que déjà, lorsqu'on fait, rappelez-vous, dans la capture des besoins fonctionnels, on fait un découpage en package, regrouper les cas d'utilisation en package. Quand on regroupe les cas d'utilisation en package, sur quelle base? Sur l'aspect sémantique, c'est-à-dire sur l'aspect grande fonctionnalité. Vous avez vu, par exemple, après, on peut décider, par exemple, lorsqu'on se retrouve avec un grand package, on peut le diviser. Mais en tous les cas, si vous regardez en cours le regroupement des cas d'utilisation en package, vous allez voir qu'il suit le découpage qui a été fait dans le cahier de charge. Et le découpage en catégorie des classes suit le découpage en catégorie ou le regroupement. Parce que ici, catégorie, c'est un package. Donc, j'utilise le terme catégorie, mais en réalité, on est en train de répartir les classes en package. Donc, si vous regardez, si vous analysez votre cahier de charge, vous analysez le découpage en package des cas d'utilisation, vous analysez le découpage en package de vos diagrammes. Donc, c'est pour ça que je dis sémantiquement, on va s'inspirer, en réalité, on va s'inspirer du découpage en package des cas d'utilisation pour le découpage en package des classes. Parce qu'on est en train de traiter déjà, c'est-à-dire parce que le découpage en catégories pour les cas d'utilisation, il se fait de façon sémantique. Quel autre moyen j'aurais de regrouper les cas d'utilisation? Ils se font sémantiquement, c'est-à-dire sur l'aspect fonctionnalité ou titre de grande fonctionnalité qu'on est en train de prendre en charge. Donc déjà comme ça, ou métier si vous voulez. Par exemple, moi quand je regarde comme ça, j'ai deux principaux métiers ici. Le routage et le traitement des commandes, c'est-à-dire d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue cas d'utilisation. Après, ce qui se discute par la suite, c'était est-ce que je mets individu dans routage? Est-ce que je le mets dans commande? Est-ce que je mets article dans routage? Et comme j'ai deux métiers qui utilisent ces deux concepts, j'ai fait le choix de les mettre à côté. Je n'étais pas obligée, j'aurais pu mettre individu et article dans commande
et j'aurai la catégorie routage qui dépend de commande. Ou l'inverse, j'aurais pu mettre article et individu dans publicité et j'aurais eu une dépendance. J'aurais pu mettre individu dans commande et article dans publicité ou l'inverse et j'aurais eu une dépendance bidirectionnelle. Dans tous les cas, c'est-à-dire que pour votre examen, des découpages cohérents qui respectent, même si vous n'avez pas les cas d'utilisation, vous n'avez pas défini les cas d'utilisation, mais vous pouvez les imaginer en tête. En 1 heure et demie, je ne peux pas tout vous donner. Il y aura des questions ciblées. Donc, d'un point de vue fonctionnalité ou métier, c'est-à-dire déjà, vous pouvez imaginer ce découpage et vous inspirer des classes. Donc, qu'est-ce que... Oui, pardon, vous deviez prendre en corrigé cette partie-là. Allez-y. Et vous me dites si c'est fait. C'est bon, vous avez pris le corrigé? Je vais voir s'il y a d'autres questions. Donc, le oui, c'est pour le corrigé. Est-ce que vous avez pris le corrigé? Très bien. Donc, on passe à la 3e question. Donc, 3e question. On a 3 étapes pour le découpage en catégories. Définir les dépendances entre les catégories. Donc, je passe à la question suivante. Question 3. Définir les dépendances entre les catégories. Donc, on a 3 catégories. On avait routage. Bon. On avait routage. On avait désolé, c'est pas bien dessiné. Attendez. Bêtise. Voilà, routage. On avait dit référentiel. C'est des packages, d'accord? Et on avait traitement commande. Donc, pour le routage, on avait dit que cible utilise individu et publicité utilise article. Donc, j'ai ici cible qui utilise, donc on a l'association cible individu et publicité qui utilise article. Et pour la catégorie traitement des commandes,
On a commande qui utilise article et commande qui utilise individu. Donc, on a ici commande qui utilise individu et commande qui utilise article. Donc, je déduis de ce schéma que qu'est-ce que je déduis de ce schéma? Que les Madame, catégories traitement, commande et routage utilisent référentiel. Donc, j'aurai au final, et article commande. oui, vous avez raison, c'est article commande et c'est pas. Vous avez raison ici. Parce que c'est article. Bon, C'est les deux. oui, mais c'est-à-dire que pour la représenter article commande, c'est une classe d'association. Bon, on va la mettre comme ça. Soit je mets directement une commande, elle a besoin d'articles, puisque la classe article commande, elle décrit l'association. C'est une description de l'association. Mais en réalité, on va dire pour créer une commande, j'ai besoin de connaître la liste des articles. Maintenant, cette association est décrite par article commande. Donc, c'est pour ça que je me suis contentée de dire une commande a besoin d'un article. Effectivement, après l'association, cette association, elle est décrite avec la classe article commande. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai directement le package routage. Encore une fois, désolé pour la qualité de mes dessins. Et traitement commande. Et qu'est-ce que j'aurai comme dépendance? Qu'est-ce que j'aurai comme dépendance? Routage dépend de Voilà. référentiel et l'autre aussi. Exactement. Donc, j'aurai ce schéma-là que je déduis à partir de ça. Des questions sur ce qu'on vient de voir? J'insiste sur le fait que ce découpage, c'est ma proposition. Ce n'est pas la seule solution pour cet exercice ou la seule solution, en tous les cas, acceptable pour cet exercice. D'accord? Alors, je vais voir s'il y a des questions sur le chat. Des questions? Vous avez des questions? Madame, Oui? madame, c'est un autre cas. Madame, إذا عندنا في هذا الدياغرام madame commande dépend seulement d'individu. madame في الدياغرام الاخر اللي نديرو traitement commande dépend de référentiel. On vient de le faire. Je sais madame قصدي إذا تما ماشي لازم كاع لي كلاس يكونوا كيما في 5 سلايد 5. Slide 5, celui-là. Madame, dans ce cas, commande. Il suffit d'avoir une classe. Oui, la dépendance, il suffit d'avoir une seule classe qui utilise une autre classe d'une autre catégorie pour parler de dépendance. D'accord, madame. D'autres questions? Madame, Oui? Madame, dans le cas où on a beaucoup de couplage, c'est un bon indicateur de les balais qu'on s'est un petit peu trompé sur le découpage. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Oui, bien sûr, c'est une indication. Justement, puisque
Donc, c'est clair que… Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas… Vous avez des techniques qu'on n'a pas le temps de voir ou qui ne sont pas déjà prévues dans le programme, qui vous permettent de calculer le couplage, qui vous permettent de calculer la cohésion et qui vous donneront des indications sur comment faire ça, comment faire le mieux pour ce découpage. Mais on peut prendre comme ça, sans technique maîtrisée, des indications qui peuvent vous aider à faire votre découpage. Déjà, le bon sens, c'est ce que j'appelle la sémantique. C'est-à-dire, il y a quand même une logique qui va vous orienter pour dire tous ces thèmes concernent la même fonctionnalité, je les mets ensemble, ou le même domaine, ou le même cas d'utilisation, ou le même package de cas d'utilisation. Regardez, je cherche juste le cours. Alors, études préliminaires. Études. Revient préliminaire, l'étude de cas. Non, pas l'étude préliminaire, le recueil des besoins. Parce que regardez, déjà, quand vous regardez votre cahier de charge, vous avez des titres, traitement des commandes, regardez, vous les avez, traitement des commandes, administration, création de missions, suivi de missions, traitement des colis, logistique. C'est des thématiques qui ont été identifiées. Ensuite, je passe à… Où est-ce qu'elle est? Capture des besoins fonctionnels, par exemple. Si je passe aux captures des besoins fonctionnels, gestion de commandes, gestion des clients, gestion des encours, gestion de la facturation, suivi des règlements, etc., je passe au découpage. Non, ça, c'est la description. Voilà. La gestion de la clientèle, la gestion des missions. Alors là, on a appelé gestion des clientèles qui… ça, c'est quoi? Non. Qui y aura, c'est-à-dire le traitement. C'est fait qu'on va saisir les commandes, on va ajouter des clients s'ils n'existent pas. Même si ici, on lui a donné un autre nom. Voilà. Même si ici, on lui a donné un autre nom, mais elle concerne le traitement des commandes et gérer les infos clients, gérer les encours, consulter les encours des clients. Donc, c'est ce qu'on a appelé dans le cahier de charge, on l'avait appelé gestion des commandes. Après, c'est la gestion des missions, comptabilité, traitement des colis, logistique. Donc, les packages regroupent les cas d'utilisation qui représentent le même thème ou le même domaine ou le même axe de notre logiciel, le même partie ou module de notre logiciel. Et ceci va nous aider. Alors, je ne sais pas, attendez, où est-ce qu'il est, le chapitre analyse. Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas trouvé le PDF. Analyse, quand je regarde mon découpage en catégories, vous allez retrouver peut-être c'est un découpage plus détaillé que les découpages qu'on a fait pour les catégories. Voilà. C'est un découpage plus détaillé parce que j'ai beaucoup trop de concepts et j'essaie d'alléger mes packages, mais c'est les mêmes thématiques qui reviennent. Donc, c'est pour ça déjà qu'on vous demande de regrouper vos cas d'utilisation en catégories. On va s'en inspirer. D'ailleurs, où est-ce qu'il est le chapitre analyse? Quand le résumé, voilà. Dans le résumé, répartir les classes candidates en catégories. Vous avez les diagrammes de classe plus le package des cas d'utilisation, c'est-à-dire le découpage des cas d'utilisation en package va vous aider à faire vos découpages en catégories de vos classes.
Donc, vous avez les classes et ensuite, en analysant votre découpage en catégories ou en package de vos cas d'utilisation, ça va vous aider à faire votre découpage. Et votre découpage en catégories, alors, c'est pas du texte, c'est du texte organisé par thématique ou par fonctionnalité ou par processus, les processus de l'entreprise. Donc, le découpage va se faire principalement par processus. Donc, tout se suit. Il y a une logique derrière qui permettra d'identifier. Après, bien sûr, ce découpage, ce n'est pas exactement le même parce que si vous regardez, ça c'est quoi? C'est capture des besoins. Si vous regardez la partie analyse, quand on a fait notre découpage, il s'est inspiré de ça, mais on a rajouté plus, on a encore découpé encore plus parce que on s'est dit, on réduit les pour faciliter le traitement, paralléliser le développement, faciliter les tests par la suite. D'autres questions? Je vois ce qu'il y a de... Madame, dans l'examen pour ce genre d'exo est donné, ça dépend. Ça dépend. On peut vous demander à partir du cahier de charge de faire le diagramme de classe et ensuite de faire le découpage en catégories et de faire le découpage en... Après, on a 1h30, donc il s'agira en tous les cas, ce qui est sûr, c'est si l'examen c'est 1h et 1h30, on vous donne un travail pour 1h30. On ne va pas vous donner un travail de 2-3 heures que vous n'avez pas vu. Si, on peut donner des choses que vous n'avez pas vues, mais on vous donne la définition. Généralement, c'est la question difficile d'un sujet. La dernière, vous n'avez pas vu, c'est déjà fait. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà eu des examens comme ça, moi aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. On vous donne un concept, vous avez vu, et on vous donne la définition, l'explication, et on vous demande de l'appliquer. C'est des choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, qu'on ne vous demande pas des choses que vous ne connaissez pas. Donc, et on part du principe que tout ce qui a été vu en cours en TD de GL2, mais rien ne m'empêche d'aller vers GL1 et vous demander de faire un diagramme de classe parce que je pars du principe que vous savez le faire. D'autres questions sur ce qu'on vient de faire et non pas l'examen? Alors, sinon, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse le corriger. Vous prenez le corrigé. Madame, même chose pour le diagramme de séquence, activité. Bon, je me vois mal vous demander des choses comme ça, c'est-à-dire activité, séquence, je ne pense pas. Bon, j'aurais dû vous dire oui pour vous obliger à aller revoir. Non, non. Peu probable ne veut pas dire impossible. Je vous recommande quand même de jeter un coup d'œil dessus parce que c'est des choses que vous devez maîtriser, même pour votre PFE. Vous êtes obligé de revoir même pour vos documents du PFE. Et c'est des choses que vous devez connaître, comme la table de multiplication. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qu'on apprend pour l'examen, c'est les choses pour des gens qui ont choisi de faire un métier de développement de logiciels, c'est des choses à connaître à vie. D'accord, merci. D'accord.
Vous me dites si vous avez fini de prendre ça pour qu'on passe à la dernière page. C'est bon, vous avez pris le corrigé ici? Oui. Il est vrai que on vous dit il faut maximiser la cohésion dans un package, c'est-à-dire que les classes réunies sémantiquement contiennent beaucoup d'associations entre elles. Et ça s'applique à tous les packages, sauf pour les packages de données de base. C'est-à-dire que là, c'est ce qui s'est passé ici, avec des concepts qui ne sont pas liés entre eux, mais comme ils vont être utilisés par pratiquement tous les autres packages, on les met de côté. Ça ressemble au include, par exemple, pour l'authentification. J'ai un cas d'utilisation qui s'appelle authentification et j'ai les autres qui l'utilisent. Donc, mais sinon, la règle, et ça c'est par expérience, généralement, les classes qui sont dans un même package, on essaie de maximiser la cohésion. C'est-à-dire que on se retrouve avec beaucoup d'associations. Les classes qui sont reliées entre elles sémantiquement contiennent beaucoup d'associations entre elles. Je ne sais pas si je clôture cette session, si je perds mon tableau blanc. Je vais certainement le perdre. Je ne vais pas clôturer. Je ne vais pas clôturer. D'accord? Je ne vais pas clôturer la session parce que j'ai perdu. Et pour pouvoir faire par la suite des captures d'écran. Donc, je laisse ouvert la session et vous pouvez sortir de la session. Donc, si vous avez pris le corrigé, si vous n'avez pas d'autres questions, donc merci pour votre attention. Vous pouvez sortir de la session. Donc, je reviendrai après pour prendre les captures d'écran. D'accord? Merci pour votre attention. Je vais voir est-ce que vous avez des questions. Je peux vous... ne me les envoyez pas par mail, partagez-les entre vous. Non, c'est pas la peine de me les envoyer. Moi, j'en ai pas besoin, c'est pour vous. Donc, très bien, si c'est déjà fait, ok. Donc, c'est bon, je vais clôturer la séance. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'il y a des questions?
Donc, on arrête la session ici. Très bien. Merci beaucoup. Deux qui ont TP avec moi. Allez, au revoir.